Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Découvrons ensemble la dernière édition de la semaine. En voici les titres. En ouverture de ce journal, nous vous présenterons la nouvelle promotion du Vivier. Les 5 jeunes stagiaires ont été reçus au ministère d'État. Nous découvrirons la 26e édition d'AGECOTEL. Une conférence de presse était organisée en Principauté. Nous assisterons à un entraînement des sapeurs-pompiers de Monaco. Nous vous donnerons des nouvelles de Baby et Népal, ces 2 éléphantes sauvées par la princesse Stéphanie. Et enfin, direction la Villa Paloma, où une toute nouvelle exposition promenade d'amateurs est proposée jusqu'au 5 janvier. La dernière promotion du Vivier vient d'être présentée au ministère d'État. Ces jeunes diplômés souhaitent intégrer très prochainement l'administration. Le Vivier, une formation mise en place depuis plus de 10 ans maintenant en Principauté. Christine Datomel vous en dit plus. Un pari sur l'avenir. 5 jeunes diplômés titulaires d'un Bac+4 viennent d'intégrer le Vivier pour une durée de 1 an. Ces jeunes monégasques, 2 filles et 3 garçons, bénéficient durant cette période de formation, pouvant ouvrir des débouchés sur des postes clés dans la fonction publique. Le Vivier, un service rattaché à la direction des ressources humaines depuis plus de 10 ans. Un concours d'entrée ouvre la porte de la formation. Ils ont d'abord passé des écrits où on a testé leur capacité à rédiger, à synthétiser. On a également testé leurs compétences en anglais. Et ensuite, ils ont eu un oral devant un jury qui a plus évalué leur manière d'être, leur motivation pour entrer dans notre administration. Le Vivier, c'est, je pense, une grande chance pour ces jeunes monégasques, puisque pendant une année, ils vont pouvoir se former, avoir des présentations, donc là qui commencent dès aujourd'hui, des différents services de l'administration, des départements, ainsi que des formations plus pratiques, comme sur les écrits professionnels ou sur des stages de communication par exemple. Et puis ensuite, ils vont également faire 2 stages dans des services différents de l'administration. Donc ça va leur permettre de commencer à mettre un pied dans l'administration sans être encore sur un poste définitif. Et donc comme ça, de voir fonctionner de l'intérieur nos services administratifs. Les lauréats de ce concours sont d'abord présentés à tous les chefs de service des différents départements, mais aussi aux institutions de la Principauté, comme ici au ministre d'État, Michel Roger. L'objectif, vous l'aurez compris, découvrir tous les métiers de la fonction publique et connaître leur rouage. J'ai fait une école de commerce à Marseille, spécialisation marketing. Et donc ça remonte quand même à 2008. Et ensuite, j'ai essayé de faire mon expérience professionnelle, donc j'ai eu l'occasion d'aller dans pas mal de pays, faire des stages en Asie notamment, donc j'ai un petit peu roulé ma bosse voilà, après mes études. Et alors pourquoi souhaiter devenir un jour fonctionnaire? Eh bien en fait, après avoir pas mal parcouru les pays, c'est vrai que j'avais envie aussi de revenir un petit peu aux sources, aux racines, et puis comprendre aussi l'administration, les rouages de l'administration de mon pays. Selon leurs vœux, les 5 jeunes apprentis réalisent ensuite 2 stages de 4 mois dans différents services de l'administration. J'ai commencé par faire des études de droit qui ne me correspondaient pas trop, donc je me suis réorientée vers le tourisme. Quand on finit ses études, souvent c'est vrai qu'on n'a pas d'objectif professionnel vraiment très précis, on ne sait pas trop où on va. Et je me suis dit que plutôt que de perdre une année peut-être à enchaîner des petits emplois et de ne pas vraiment savoir où est ma voie, autant profiter de cette année pour vivre ce genre d'expérience, apprendre vraiment la notion de service public et pourquoi pas peut-être me trouver une vocation pendant cette année-là. Un cursus qui se conclura par un oral de titularisation pour valider les acquis. Les diplômés se verront ensuite proposer des postes vacants au sein de l'administration monégasque. La 26e édition d'AGECOTEL se tiendra en février prochain à Nice. Ce salon accueille les grands noms de la restauration. Une conférence de presse était organisée en Principauté et Frédéric Elion y assistait. Depuis plus de 35 ans, et ce tous les 2 ans, le salon AGECOTEL accueille les professionnels du monde de l'hôtellerie et de la restauration du Grand Sud. En 2012, la 25e édition du salon a accueilli 14 305 visiteurs sur 4 jours. Pour cette 26e édition, un président d'honneur de renom, Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde avec 26 étoiles au guide Michelin,
Du 2 au 5 février prochain, près de 250 exposants sont attendus au Palais des Expositions à Nice. Un espace chef sera aménagé. Chaque jour, 5 chefs seront assistés d'un amateur tiré au sort lors d'une démonstration culinaire. Sur place également, un restaurant gastronomique dont le menu sera élaboré chaque jour par un chef différent. C'est un salon qui est à taille conviviale, qui représente à peu près une population de chefs et de restaurants qui va de Toulouse jusqu'à l'Italie. Et donc c'est une sorte de vitrine où chacun peut faire son marché. Et pour agrémenter ça, il y a des tas de concours. Plusieurs concours au programme avec notamment la 2e Coupe du Monde des écaillés avec des spécialistes venant de 24 pays. Le Neptune d'or, dont l'objectif sera de mettre en valeur la mer et ses produits, ou encore la Risottomania, un duel entre 4 chefs français et italiens. Autre moment fort, une table ronde sur l'e-réputation et ses enjeux commerciaux. On ne peut plus vivre sans les réseaux sociaux et aujourd'hui ils font la pluie et le beau temps, donc les hôteliers se révoltent en quelque sorte parce que si chacun a le droit de mettre n'importe quoi, ils ont eux le droit aussi de se défendre. C'est pour ça qu'on aura cette tendance sur AGECOTEL où ils pourront discuter avec ceux qui font justement la pluie et le beau temps. De nombreux chefs étoilés et des grands noms de la cuisine participeront à ce salon. Notez la présence de 2 chefs bien connus en principauté, Philippe Joannès, chef exécutif du Fairmont, et Joël Garot, chef du restaurant Le Vistamar de l'hôtel Hermitage. La compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco ne cesse de s'entraîner. Début octobre, une simulation d'incendie a eu lieu pour préparer les hommes à ce genre de manœuvre. Christina Thomel était sur place. Un exercice d'entraînement extrêmement important et qui a lieu une fois par an. Soutenu par la direction des ressources humaines, un caisson a été mis en place pour permettre aux sapeurs-pompiers de Monaco de s'entraîner en cas d'incendie et surtout d'être irréprochables. Proche des conditions du réel, ce caisson est le seul en France et à l'étranger à pouvoir former de la sorte les sapeurs-pompiers. Nous sommes dans un simulateur incendie, donc isolé. C'est la petite particularité que l'on trouve aujourd'hui pour se rapprocher au plus près de la réalité. Sur présent, quand on fait un feu dans ce volume-là, on est à 95%, voire un peu plus, du foyer réel. Donc ce qui se passe vraiment chez les pompiers quand ils interviennent. Chaque année, des exercices différents et progressifs sont proposés aux sapeurs-pompiers de Monaco. L'objectif de cet entraînement, faire évoluer les hommes dans la fumée. À l'intérieur du caisson, un instructeur et 2 stagiaires. On vient d'allumer donc un foyer qui, comme tout foyer, distille, commence à se propager en générant des fumées, les fumées qui vont s'accumuler petit à petit dans le caisson, ce qui est le but. La température en même temps parallèlement va monter en puissance et petit à petit par mouvement aérolique, la fumée va occuper l'ensemble du caisson. Donc, alors, ça prend combien de temps pour que le caisson entier soit en flammes? C'est très rapide, en une dizaine de minutes vous aurez l'ensemble du caisson. Vous avez pour l'instant un exutoire qui est ouvert, c'est une ouverture qui est ouverte qui permet de justement donner de la respiration, on va dire, à l'incendie. D'accord. À un certain moment, quand on va le juger utile par rapport, on va donc fermer d'une part cette sortie des fumées pour les accumuler dans le caisson. Et après, bien sûr, quand la chaleur va être conséquente, on va commencer à fermer les portes latérales de chaque côté pour isoler le foyer par lui-même, pour faire monter la température. Donc, qu'est-ce qu'on veut en faisant ça? On veut que le binôme qui va travailler avec un instructeur présent, on veut qu'il se retrouve devant une configuration, un feu derrière un espace clos. Un feu qui se développe, un feu actif, pour justement par rapport avec un moyen d'extinction qui les accompagne et avec une progression avec des obstacles, on puisse être à même de leur apprendre et eux ils s'aguerrissent au mouvement de je rentre dans le feu avec la plus grande sécurité possible et j'inerte mon feu d'une façon en tapant sur les gaz. Car comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est l'accumulation des fumées qui se chargent et à partir du moment où elles sont chargées, c'est des gaz qui peuvent s'enflammer, ce qu'on appelle les phénomènes thermiques, ce qui provoque une inflammation généralisée, le flash chauffeur, ou une explosion de fumée, le backdraft. Donc c'est les 2 phénomènes thermiques qu'on a à craindre, nous pompiers. Donc pour éviter cela, justement, on fait en sorte que le pompier travaille sur les fumées qui s'accumulent pour baisser la température, car en baissant la température, on enlève tous les dangers concernant l'inflammation et l'explosion des fumées.
Une fois embrasé, le caisson peut monter jusqu'à 900 degrés. Autant dire que c'est le moment où le feu est au plus fort de lui-même. Actuellement, dans le volume feu, nous sommes à 603 degrés, 602 degrés. Les pompiers, l'engagement au sol, quand ils s'engagent derrière la porte, ils sont à 28 degrés. Vous voyez la différence? Par contre, au-dessus de leur tête, on est déjà à 303 degrés, au-dessus de leur tête. Toute la zone dans laquelle ils vont progresser. Dans la zone du foyer basse, on est à 440 degrés. Donc les zones dangereuses, en fait, c'est celle-ci. Là où ils évoluent, 310, et la pénétration. La pénétration, c'est toujours l'endroit où l'air arrive. Donc c'est pas forcément... Le capteur est assez bas, de manière à voir quelle température on a. Donc là, ils évoluent en fonction du travail qu'ils vont faire dans les volumes en fumée. Ils vont rechercher à inerter de manière à éviter le danger. Et alors, quel est le danger, justement, s'ils se trompent? Alors, le danger, c'est de se trouver devant la porte fermée et de dire, ben voilà, je vais ouvrir la porte. Et le travail en amont n'aura pas été fait, le travail d'inertage dans les fumées en amont n'aura pas été fait. Et là, il y a danger backdraft. Un backdraft, c'est quand même une montée en température extrêmement violente, de l'ordre de 1200 degrés. Et donc, c'est mortel, le backdraft est mortel. Il est donc essentiel d'entraîner les pompiers à ce genre d'exercice. Mais quelle est la bonne attitude à adopter en cas d'incendie? Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, le feu se trouve dans votre appartement. La première des choses à faire, effectivement, si le feu ne peut pas être maîtrisé rapidement, c'est d'enfermer le feu. C'est-à-dire que si, par exemple, le feu est démarré dans la cuisine, par un oubli d'un aliment qui était en train de cuire, la première des choses, c'est de fermer la porte de la cuisine, de sortir de l'appartement, de fermer sa porte d'appartement et d'appeler surtout les pompiers. Dans le deuxième cas de figure, c'est si le feu est à l'extérieur de l'appartement. Auquel cas, le meilleur comportement, c'est de ne pas sortir par la cale d'escalier qui sera de toute manière enfumée, mais de rester dans son appartement, de fermer sa porte. Une porte résiste suffisamment pour laisser le temps aux sapeurs-pompiers d'agir. Il faut se manifester au niveau de la fenêtre, la première fenêtre, pour dire aux sapeurs-pompiers que vous vous trouvez là, ils se chargeront de venir vous chercher. Est-ce qu'on peut mouiller sa porte? Alors effectivement, on peut aussi augmenter le temps la durée de la porte avec une serpillière mouillée, calfeutrée pour essayer de diminuer l'interstice qui peut réexister entre le sol et le haut de la porte. Et en mouillant la porte, on peut encore augmenter cette. Une porte peut résister entre 25 et 30 minutes. Mais surtout, ne pas sortir de l'appartement, alors qu'on aurait tous tendance à sortir justement. Effectivement, si vous ouvrez votre porte d'appartement et que vous voyez qu'il y a de la fumée, ne vous engagez pas. De toute manière, vous n'avez aucune chance de pouvoir sortir, sain et sauf. Durant 5 jours, ce sont 100 sapeurs-pompiers de Monaco qui ont été formés à cette simulation d'incendie dans des conditions proches du réel. Et à présent, direction le Montagel, c'est là au centre de Fonbonne qu'ont été accueillis Baby et Népal, ces deux éléphantes menacées d'euthanasie. La princesse Stéphanie leur a aménagé un immense parc, un reportage de Patricia Navarro. Des gestes affectueux, des échanges, en quelques mois seulement de tendres rituels se sont instaurés entre Baby et Népal et celle qui les a sauvés d'une mort certaine, la princesse Stéphanie. C'est dans cet immense parc qui domine la principauté de Monaco que les deux éléphantes, promises à un sombre avenir, ont entamé une nouvelle vie au mois de juillet. Transférées de Lyon, où les autorités locales redoutaient qu'elles ne soient porteuses de la tuberculose, Baby et Népal ont découvert un nouveau terrain de jeu qui ressemble à un véritable paradis, à la différence des installations vieillissantes qui les abritaient dans le parc de la Tête d'Or. Mais au-delà de l'environnement, les deux éléphantes ont redécouvert également le bonheur du contact avec l'homme, elles qui étaient en quelque sorte en quarantaine. On leur a donné ce que tout éléphant la mérite. Comme vous pouvez le voir, on a des tas de sable partout, elles ont de la boue, elles ont une piscine, elles ont des branchages, elles ont tout ce dont elles ont besoin, quoi. Et elles s'ennuient jamais et elles ont bien mérité après les tumultes par lesquels elles sont passées et la vie qu'elles ont eue. Je crois qu'elles méritaient de finir leur jour heureux et tranquille ici. Elles sont complètement épanouies rien qu'au niveau même du caractère, de tout. Et puis au niveau physique, elles ont repris du poids. Donc là, on les estime à peu près à 4 tonnes maintenant, alors que leur départ, elles faisaient 3 tonnes 3 et 3 tonnes 5, je crois. Donc elles ne doivent pas être loin des 4 tonnes maintenant. Et aussi au niveau de la peau, et elles ont retrouvé une vraie peau d'éléphant
avec des poils, voilà, même sur leur queue, ça recommence à pousser. Et c'est beau de voir que voilà, on est arrivé à leur faire des soins, les douches une fois, voire 2 fois par jour, l'alimentation. Et voilà, on leur a fait les ongles, elles sont belles quoi, et en bonne santé. Depuis l'arrivée de Baby et Népal, la princesse Stéphanie est quasiment quotidiennement à leur côté. Elle les soigne, les nourrit, joue avec elles. La princesse, très impliquée dans le milieu du cirque, avait déjà acquis une grande expérience des éléphants. Elle se perfectionne aujourd'hui auprès de Marcel Peters, un célèbre dresseur, et son équipe. Nous commençons la journée en faisant sortir les éléphants tôt le matin. Nous nettoyons régulièrement leur abri pour qu'elles soient toujours propres. Après, nous les nettoyons elles aussi pour qu'elles soient toujours dans les meilleures conditions possibles. Et puis je me charge aussi d'aller à Monaco chercher leurs fruits et légumes pour qu'elles ne manquent de rien. C'est un conte de fées parce qu'elles ont été sorties de tristes conditions de vie et maintenant elles se retrouvent dans cet endroit magnifique, ici dans les montagnes. Elles ont beaucoup d'espace, un abri chaud pour la nuit, une piscine, tout ce dont elles ont besoin. Les doutes sur la santé des éléphantes sont en passe d'être totalement levés. Tous les récents tests effectués le prouvent. Les 4 tests sont négatifs, donc on ne peut plus parler de peut-être tests défectueux ou une interprétation de lecture. Donc elles sont bien sérologiquement négatives. On a quand même procédé au lavage de trompe qui sert à dépister s'il y a une tuberculose active au niveau de la trompe qui est la plus contagieuse. Déjà entre éléphants. Et voilà, les premières PCR, c'est-à-dire les premières cultures sur Népal sont négatives. Donc il n'y a pas de raison, surtout que notre vétérinaire nous a bien dit qu'un animal sérologiquement négatif ne peut avoir un lavage de trompe positif que s'il est mourant. Donc vous avez pu les voir, je ne pense pas qu'elles sont mourantes, elles sont bien vivantes et en pleine santé. Donc ça c'est le plus beau cadeau et ça c'est elles qui me l'ont fait, quoi, qu'elles soient saines. Cette vie paisible est ponctuée par les visites de ceux qui ont soutenu la princesse Stéphanie dans son combat pour sauver Baby et Népal. Alain Frère, conseiller artistique du Festival international du cirque de Monte-Carlo, en fait partie. Je suis admiratif de ce qu'a fait la princesse Stéphanie. C'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui, pour vous dire un merci. Et puis vous savez, cette princesse qui aime les animaux, qui aime le cirque, eh bien, elle donne une belle image du cirque aussi. Et en donnant une belle image du cirque, comme ce que fait la famille princière et son papa, parce que son papa a été mon ami pendant des années, je pense que de là-haut, même si le ciel aujourd'hui est un petit peu sombre, eh bien, il la voit et il doit applaudir tous les jours. Et puis, ce qui est important pour nous, et pour les Monégasques, moi je ne suis pas monégasque, mais je dois dire à tous les Monégasques qu'ils ont de la chance d'avoir une princesse qui donne une image extraordinaire de la principauté à travers sa passion des éléphants. Le docteur Frère travaille actuellement aux côtés de la princesse Stéphanie pour préparer une grande exposition en marge du prochain Festival du cirque en janvier 2014. Elle devrait se tenir au musée océanographique et retracera à travers les photos de Frédéric Nébinger et des accessoires et tenues de cirque la formidable histoire de Baby et Népal. Une association a également vu le jour. L'objectif est maintenant de récolter les fonds nécessaires pour assurer le quotidien doux et heureux de ces 2 éléphantes. Promenade d'amateurs, c'est le nom de la toute nouvelle exposition au nouveau musée national de Monaco. Elle rassemble des œuvres contemporaines puisées dans la réserve d'un particulier. Plus de détails avec Élodie Messager. Il souhaite rester anonyme, mais a accepté de prêter certaines pièces de sa collection personnelle au nouveau musée national de Monaco. L'exposition Promenade d'amateurs, qui ouvre ses portes le 24 octobre, est le fruit d'une rencontre entre plusieurs regards, celui d'un collectionneur, d'un artiste, Loïc Le Gros-Mélec, et d'un curateur. Ce qui m'intéressait au départ, c'était de prouver qu'il y avait à Monaco des collectionneurs plus secrets, plus discrets que certains, et moins visibles peut-être, mais très intéressants aussi. Donc, il se trouve que j'ai rencontré ce collectionneur qui ne veut pas dire son nom et son épouse, et qu'en fait, résident monégasque, mais en partie en Suisse aussi et en France, et qui avait une collection qui m'a fascinée. Et le collectionneur a dit, moi je veux bien que vous montriez une partie de ma collection, que vous fassiez un choix, mais je veux que ça soit avec Loïc et autour de Loïc pour que on replace sa peinture dans l'histoire de l'art.
Affiches publicitaires, textes poétiques, peintures, dessins et même sculptures. Cette exposition réunit des œuvres très éclectiques réalisées par une dizaine d'artistes qui ont tous travaillé avec une économie de moyens et de thèmes, qu'elles soient minimales ou conceptuelles. Loïc Le Groumelec a enrichi cette collection de ses propres productions, pour certaines réalisées spécialement pour l'exposition monégasque. Il nous livre son point de vue. Tous les gens qu'on peut trouver, qu'on peut voir ici, sont des références pour moi, tant au niveau de l'histoire de l'art qu'au niveau du goût. Et donc pour moi c'est un vrai plaisir. Et une redécouverte d'ailleurs, je dirais aussi, un plaisir et une redécouverte. Les plus anciennes doivent être des œuvres de Robert Mangold, qui doivent être des années 70, je pense, Toroni ensuite. Donc ça suit quand même une histoire de l'art qui se déroule depuis 30 ans avec sa cohérence. L'exposition Promenade d'amateurs, regard sur une collection particulière, a été inaugurée par Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre. Un beau voyage dans le monde de l'art contemporain à découvrir jusqu'au 5 janvier à la Villa Paloma. Et avant de refermer cette édition, faisons un point météo des prochains jours. Samedi, déclin du beau temps avec des températures restant très clémentes. Dimanche, la principauté se réveillera sous la pluie, mais une amélioration est à prévoir dans la journée. Lundi, nuages, averses et quelques éclaircies au programme. Et enfin mardi, toujours quelques nuages avec une maximale de 19 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine dédié aux risques sismiques dans la région. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.